Tout est énergie. Tomber, se relever, commencer, recommencer. Tout. Parce que trop souvent, l'être humain a tendance à s'enfermer et se conformer dans la boîte de la pensée. La sienne ou celle des autres. Ou encore dans sa zone de confort. Mais l'essentiel est l'état d'esprit que l'on a et de savoir de quel bois on est fait. Si on est un conquérant et si malgré tout, on part à la poursuite de ses rêves. Si peu importe les défis, on se bat pour ce en quoi on croit. Enfin bref, ils m'ont dit que je n'ai qu'une minute pour captiver votre attention. Mais tout ça, c'est pour vous dire que cette plateforme où on peut se confier, s'exprimer, inspirer, s'autonomiser, grandir, découvrir, mettre en lumière est bientôt là. Cette plateforme s'appelle Au-delà de la surface. Je suis Naomi Dangbélé et j'ai hâte de partager ces histoires impressionnantes et fascinantes avec vous. À très bientôt sur vos écrans. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis Naomi Dangbélé, bonjour et bienvenue dans Au-delà de la surface. Mon invitée du jour est une femme qui a su développer son expertise dans les médias et les questions culturelles. Femme intrépide au grain de voix particulier, elle est sur tous les fronts, notamment sur la campagne électorale du président de la République, chef de la nation, socle de la nation, également sur les prestations de nos grands artistes tels que Fally Ipupa par exemple pour l'historique You Arena. Elle est également auteure d'un livre témoignage à succès qui a pour titre J'y ai cru, vous l'aurez compris. Elle s'appelle Ika Deyong. Ika Deyong que nous accueillons. Ika Deyong, quelle belle femme, quelle belle robe, quelle prestance. Bienvenue sur Au-delà de la surface. Merci. Merci pour l'invitation. Installe-toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Surtout qu'en ce moment, tu es très prise. Je fais comme toi. Ika Deyong, comment ça va? Ça va très bien, Naomi, ça va. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis là, tu m'as dit de venir et j'ai répondu présente. Comme toujours. Alors, je commence tout de suite avec ma première question. Quel est ton vœu le plus cher pour 2024? La santé, avant tout. En tout cas, je souhaite à tout le monde d'avoir d'abord ça comme priorité. Et comme je le dis toujours, le reste on peut acheter quand on travaille. Et d'abord que Dieu puisse nous procurer la santé. Je sais que tu es rempli de projets, mais quels sont les défis que tu voudrais relever en 2024? Bon, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement, la liste est longue. Mais je sais que je suis rentrée au pays, ça fait quelques années. Je crois que je ne vais pas tout dévoiler, parce que je me dis l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Et je crois qu'une des priorités, c'est de faire IDJ Consulting, de voir cette boîte évoluer ici sur le terrain, aussi bien à l'international qu'ici en République démocratique du Congo, pas que Kinshasa. On sait également que tu as participé à la campagne électorale du chef de l'État qui a d'ailleurs remporté les élections haut la main, il faut qu'on le dise. Ça a dû être une sacrée expérience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton apport pendant la campagne? J'ai été retenue comme communicatrice, d'abord de 1. On a eu tout un mois, donc 26 provinces, plus de 40 et des meetings. Et j'ai eu cette chance, cette opportunité d'être à leur côté, le couple présidentiel. J'ai commencé d'abord les premières semaines à faire la diaspora, parce que la diaspora a eu pour la première fois l'opportunité de pouvoir voter. Donc j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Paris, et puis je suis revenue sur Kinshasa et j'ai continué avec eux toute la campagne, toutes les provinces. Et si c'était à refaire, j'allais vraiment le refaire. Ah oui. J'ai vécu une superbe expérience. J'ai découvert mon pays autrement. C'est pour ça que je dis aussi, si je dois exploiter IDJ Consulting ailleurs, ça sera vraiment une des priorités en 2024.
j'ai vu la grandeur de mon pays. J'ai vu l'amour que ce peuple portait à ce candidat, le numéro 20. Vous savez, quand vous accompagnez quelqu'un qui a une vision, quelqu'un que vous écoutez souvent et que vous arrivez à lui offrir une opportunité, une chance d'aller de l'avant et d'offrir à ce peuple congolais qui attend que le meilleur, il y a plus de défis. C'est plus compliqué parce qu'on a tout le monde qui est figé sur soi en se disant pourquoi est-ce qu'ICA soutient ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'elle donne tant d'énergie? Pourquoi lui? Et puis il faut défendre cette cause. Absolument. Il faut aller de l'avant, il faut tenir debout parce que c'est pas évident. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière, mais c'est la première fois que je faisais une campagne présidentielle. Et c'est différent. C'est différent. C'est vrai, il y a les yeux qui sont braqués sur nous, effectivement, à ce moment-là, parce qu'il y a eu une grande polémique. Il y a eu une grande polémique parce que pendant cette campagne, justement, les gens t'ont fait passer pour une xénophobe, parce que selon eux, tu scandais que Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle 2023, devait rapidement rentrer chez lui dans son pays, ce qui sous-entend également que son pays n'est pas la RDC. En fait, Naomi, ce qui s'est passé, je crois que je profite de cette occasion, c'est la première fois que je m'exprime concernant ce sujet. La vidéo est là. Moi, pendant cette période de campagne, j'arrive avant le président de la République sur la scène. Et on donne déjà les avis du public, on montre déjà comment ça se passe, on montre l'engouement avant que le président n'arrive lui-même sur scène. Et en arrivant, le public commence à scander à Lubumbashi. Je n'ai pas appris à ce public-là à chanter. Je n'ai pas composé ce chant. Je ne connais pas ce public. Moi, j'habite à Kinshasa. J'ai déjà eu la chance de faire des événements à Lubumbashi. Et je ne suis pas la seule qui est devant tout ce monde. Donc, le public commence à scander cette chanson en swahili. La vidéo existe. Je n'ai pas créé la vidéo. Et le public chante, chante. Et moi, je filme, comme je fais dans toutes les provinces. Et cette fois-ci, c'était ça. J'ai juste traduit cette vidéo d'1 minute et quelques. Et sur les réseaux, je l'ai publiée. Mais, comme tu venais de dire, on m'a traité de tous les noms et tout. Moi, je suis moi-même un mélange. Mon papa est de Kisangani et mon grand-père, il est hollandais, donc il a épousé une Congolaise. Et puis voilà, donc je viens... C'est ce qui a été dit d'ailleurs. Oui, je viens d'un mix. Et du côté de maman, c'est aussi un autre mix. Portugais, congolais aussi, Moussongue du Kassai. Donc, je me suis dans une très mauvaise position de pouvoir juger quelqu'un qui est métissé. Mais c'était le public qui a scandé cela. Et c'est un public de Lubumbashi, c'est un public du Katanga. Je n'ai fait que mon travail. Tu n'as fait que ton travail, mais tu es aussi victime de ton propre succès. Est-ce que des fois, quand ce genre de choses arrive, tu n'as pas des envies d'arrêter ou même des envies de revanche? Est-ce qu'il n'y a pas ces envies-là qui te viennent à l'esprit? Humainement parlant, ce qui fait mal, c'est quand je vois la réaction de ma famille. Ah, donc tu as quand même mal quand il y a ce genre de choses. Bien sûr, je suis fait de chair. Quand je vois mes parents réagir, quand je vois ma famille, quand je vois mes proches m'appeler, Ika, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a même des gens avec qui on était pendant la campagne, c'est la panique. Tout le monde attaque Ika, elle est où? On la trouve pas. Et comme par hasard, juste le jour même, mon téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé, il ne s'allumait plus. Donc c'était catastrophique. Aïe, aïe, aïe. On cherchait où j'étais, on devait me trouver. Et ça fait partie de mon travail. Vous savez, c'est ce que j'ai même dit à ma mère biologique. J'ai dit, maman, même un menuisier, il se coupe le doigt. Donc ça fait partie des risques du métier. Et voilà. C'est le jeu, c'est comme ça. On s'habitue. Exactement. Oui. Quelles sont ces choses que tu aimes particulièrement de ce peuple? Non, mais tu as des questions un peu difficiles. Je crois que le domaine que je touche réellement, il y a la jeunesse, il y a la femme, il y a l'entrepreneuriat. Et ce sont des domaines où je peux me retrouver, où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, je suis polyvalente, je suis comme une éponge. Partout où je passe, je m'adapte. Et peut-être que je peux même faire l'armée. Hein. Ah oui. J'ai vu le défilé le jour de l'investiture. Je ne te mens pas qu'à un moment donné, j'ai senti un pinceau. Je me dis, pourquoi pas? C'est ça. Allez, vas-y, sur le front. Donc
Voilà. Ika de Jong, on va un peu parler de J'y ai cru que je tiens entre mes mains, le récit de toute une vie qui nous ouvre les portes de ton intimité. On découvre une Ika généreuse de par son écriture. Il y a un chapitre où est mentionné le père de tes enfants pour la première fois, dans un chapitre qui s'appelle Prison dorée, mais aussi ton parcours, la maladie, la perte des êtres chers et ton côté vulnérable que tu ressors également. Donc on va un tout petit peu, tu sais bien, tu sais que j'en parle. Non, je te connais, je te connais. Tu sais, on va un tout petit peu parler de la prison dorée. C'est la première fois que j'en parle. Hein. C'est la toute première fois que tu en parles. Pourquoi prison dorée? Quand je parle de ça, c'est quand je parle des bons moments. C'est le côté doré. Quand je parle de prison, c'est quand on est en train de se poser soi-même des questions, est-ce que je suis dans le bon? Parce que vous savez, quand on se met en couple et qu'on partage une relation ensemble, on ne se met pas ensemble pour un jour se séparer. On attend à ce qu'on puisse offrir à nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes. Et le père de mes enfants, que je respecte, à un moment donné de la vie, quand ça ne tient plus, que l'un dit A, l'autre dit B, la compatibilité arrive à ressurgir à chaque fois, il vaut mieux arrêter au lieu de se faire mal. Donc voilà, j'ai 3 beaux enfants et je remercie Dieu pour cela et je remercie qu'il soit leur père et la vie continue. En tout cas, il vit bien, il s'est remarié, il a des enfants, de mon côté j'ai ma vie et voilà. Qu'est-ce que les enfants pensent de ce chapitre? Ils ne savaient même pas que j'écrivais ce chapitre. Il y a bien des choses qu'ils ont lues dans ce chapitre qu'ils ne connaissaient pas. Et voilà, bon, j'ai des enfants quand même assez intelligents avec qui je parle. Ils ont pris le temps de comprendre et ils ont jugé eux-mêmes ce qu'ils voulaient. Je ne suis pas allée vraiment deep in, ils reverront cette émission. Je ne suis pas allée deep in en posant les questions, qu'est-ce que tu penses et tout. Non, je les ai laissés eux-mêmes juger, mais ils grandissent. Et ils ont leurs propres opinions. Oui, ils garderont leurs opinions. Il y a également ce chapitre où tu expliques que tout allait bien dans ta vie jusqu'au moment où ta maman a commencé à te dire tu n'y croyais pas et lorsque tu es arrivé à l'hôpital, c'est là que la sentence est tombée, il fallait que tu aies une opération de la gorge. Tout à fait. Il y a un passage, un très court passage que je vais lire ici, où tu te poses la question, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi seulement quand tout commençait à avoir un semblant d'ordre? Pourquoi seulement quand j'appréciais réellement ma vie et ce que je faisais et que je faisais une chose que j'avais toujours voulu faire? À ce moment-là, tout s'écroule. Tout s'écroule et le médecin dit qu'il va falloir opérer. Ouais. Et juste après l'opération, on t'impose 2 semaines de silence. Oui. À toi qui aimais t'exprimer, parler, te donner ta position par rapport au sujet qui te tenait à cœur. Qu'est-ce que tu penses que Dieu voulait t'enseigner à ce moment-là? Je crois que je devais me ressaisir. C'est ce que je me dis, sûrement. Mais bon, quand je parle de pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi est-ce que je traversais une période et que maintenant, enfin, j'avais un sourire, je venais d'un divorce, d'une séparation. Et je recommençais à recadrer un peu ma vie, à avoir un peu quelque chose de carré, structuré. Et soudainement, il y a ça qui arrive. Ma carrière, elle est en train de monter comme pas possible. Et paf, tout s'arrête du jour au lendemain. Et là, on se pose réellement des questions. On se dit, c'est injuste. Pourquoi ça doit arriver maintenant? Pourquoi moi et tout? Et mon opération, parce qu'on devait opérer d'urgence, on me dit que j'ai des nodules sur mes cordes vocales et que le médecin devait les retirer d'urgence parce que sinon, je pouvais devenir muette à vie. Et en les retirant, normalement, on donne 2 semaines. Et tout, je commence la logopédie et tout. Mais je fais 2 mois sans parler. Et là, tout s'arrête. Tout s'écroule. Je me dis, je ne sais même plus parler. Mon fils était tout petit.
Exactement. Je ne sais même plus m'adresser à mes propres enfants. Ma mère en pleurs. J'ai dit, voilà. 2 mois, 2 mois. C'est incroyable. 2 mois sans parler. C'était quoi le premier mot qui est sorti alors, quand tu as recommencé tu as récupéré la parole? En fait, je ne sais plus c'est quel mot, mais j'ai eu une force surnaturelle et je crois que Dieu a envoyé quelqu'un vers moi, mon petit frère Touba, qui était mon réalisateur. Oui. Et je me disais, c'était la première des choses qu'on venait de me toucher, ma carrière. C'est comme un papillon qui commence à voler et il me dit, on y va, on va faire les interviews. Je lui dis, mais il n'y a rien qui sort. Et il me dit, on va faire comme ça. Quitte à ce que tu aies le micro plus près et tout, quitte à ce qu'on monte vraiment le son, tu feras tes interviews comme ça. Et petit à petit, je forçais. La logopédie aussi m'a énormément aidé. Et je réapprenais à parler, au fait. Parce qu'il faut sortir la voix du ventre et pas dans le sens contraire. Et puis faire le brrr, comme tu faisais tout à l'heure. Et à un moment donné, ça commençait à reprendre. À reprendre. Et puis, ça fait de moi ce que je suis. Parce que aujourd'hui, mon identité est liée à ma voix. Clairement. Donc voilà. Clairement. Et c'est une très très belle histoire, surtout la partie où ton fils, qui était encore bébé, essayait de créer justement ce lien avec toi et que tu n'arrivais pas à communiquer avec lui. On ne va pas donner trop de détails sur le livre parce que les gens doivent le lire évidemment, mais on va essayer un peu d'épulcher quelques parties. Il y a également le chapitre qui s'appelle « Plus décidé que jamais à accomplir ma destinée », là où tu nous parles de ta première interview avec Samuel Eto'o, qui est maintenant ton grand frère. Ça se passait en Turquie. Alors que parmi tous les médias qui étaient présents, tu étais le plus petit média. Oui. Ils avaient des grosses caméras, des appareils photo. Toi, tu n'avais que ton petit micro. Tu n'avais que ton petit micro. Tu avais Touba, ton fidèle compagnon, et c'est tout. Et il y avait également beaucoup de gens qui te mettaient les bâtons dans les roues. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est un peu l'histoire de ta vie. Tu as beaucoup eu ça pour ne pas approcher Samuel Eto'o jusqu'à ce qu'il te demande de venir chez lui pour faire l'interview. Raconte-nous un tout petit peu ce passage-là. En fait, on arrive à Antalya, déjà, pour avoir l'autorisation de venir, c'est une histoire. Et puis de 2, on devait financer nous-mêmes ce voyage. Donc on prend nos économies de nos maisons, on paye le billet, on paye l'hôtel et tout. Et on arrive en Turquie. Et en arrivant là-bas, nous, on prend un tout petit hôtel. Donc on vient à pied et tout, la voiture nous dépose loin, il y a la sécurité et tout. Et avec le petit micro qui était un tout petit micro fin comme ça. Et je vois même le vieux Constant Marie à l'époque qui était le responsable de la FECOFA qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je dis « Vieux, je suis là comme toi. » Et on a cette chance d'être là. À la soirée de gala et tout, on a toutes les méga stars qui sont là, qui passent. On fait les interviews, l'avantage avec toutes les langues que j'ai, donc je pouvais avoir tout le monde au micro. Plus de 7 langues parlées. Oui, tout à fait. Et à un moment donné, on nous bloque. Maintenant, moi, je me dis, c'est impossible de venir jusqu'ici et ne pas avoir Samuel Eto'o. À un moment donné, on attend dans les couloirs, on regarde, et il y a le fils de Samuel qui sort. Et je l'attrape. Je vais avec lui à le backdrop et je pose une question. Et comme par hasard, Samuel sort. Et il voit son fils en train de parler. Et puis je dis, directement, je dis, hey, moi là-bas. Je l'interroge, puis je dis, excusez-moi, monsieur Eto'o, je prenais le petit pour lui poser une question par rapport à l'image qu'il a de votre personne. Et puis il me dit, et puis moi je dis, mais on aimerait bien vous avoir aussi et tout. On est venu de Belgique et il dit, ok, demain, chez moi, telle personne vous amène. Et la carrière d'école, la carrière internationale. Absolument. Et voilà, on a eu cette chance d'arriver chez lui et vite installer le matos. Et puis on voit le grand et beau Samuel Eto'o qui sort et qui accepte sur son canapé, on nous met le micro et tout. Et on commence à faire l'interview. Et c'est ce qui a permis que du côté international, j'ai pu décoller correctement. À ce moment-là, juste avant de commencer l'interview, tu dis dans le livre que tu as peur que ta voix te lâche. Oui. Parce que c'était un moment, décris un peu ce que tu ressentais. En fait, la crainte, il y a 2 choses. Il y a ma voix, je me dis, ma voix, elle doit être parfaite parce que je ne peux pas refaire. Et la deuxième chose, c'est que Touba appuie le rec. Parce que si lui, il oublie d'appuyer le rec, c'est fini.
c'est quelqu'un, on ne va pas lui demander 2 fois. Exactement. Monsieur Eto'o, est-ce qu'on peut refaire? Donc, tout bas, t'es sûr? Il dit oui, je suis sûr, mais tout peut arriver, la technique peut nous lâcher. Et à ce moment-là, on accepte, mais on a la pression de son équipe qui est derrière, qui vous dit faites vite, vous avez 2, 3, 4, 5 pour vite couper. Et on a pu le faire, et gloire à Dieu, aujourd'hui, parmi les interviews que Samuel Eto'o a fait dans le monde, c'est une des plus grandes interviews qui a pu être vue, avec énormément de vues, et voilà, on remercie Dieu. Magnifique. Quelle est la différence aujourd'hui entre cette Ika-là, apeurée, et la Ika d'aujourd'hui, beaucoup plus sûre d'elle? J'ai bâti une confiance en moi. J'ai grandi. J'ai grandi psychologiquement, moralement, où j'ai peur de rien. J'affronte tout. Je ne lâche rien. Mais je n'ai jamais rien lâché, mais je sais qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a aucune porte qui m'est fermée, parce que je sais ce que je vaux. Et quand je veux quelque chose, peu importe la forme, j'arrive toujours à l'avoir. Tu l'as dit tout à l'heure, si tu devais te consacrer au peuple, à la population, tu irais plutôt vers la jeunesse. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse qui rêve de gravir les échelons comme toi? Il faut d'abord croire en soi. Moi, j'ai été au début, je peux le dire et je le dis toujours, la première personne qui m'a dit « Mais Ika, c'est quoi, tu te lances dans ça ?» Moi, j'ai fait des études de management, j'ai fait le commercial, donc je ne me voyais même pas dans ce domaine-là. Je rêvais comme toute jeune fille. Certaines rêvent de faire la couture, certaines le maquillage. Moi, j'ai rêvé d'être journaliste. Donc voilà, donc j'ai fait une passion, c'est quelque chose que je kiffais pendant toute ma vie. Et je me suis dit, je vais le faire, je vais vivre de mes rêves. Et Dieu m'a ouvert cette opportunité de pouvoir le faire. Mais ta question était... Ce que tu voudrais dire à la jeunesse. Ce que je dois dire à la jeunesse, j'ai cru en moi. C'est d'abord la première des clés. Croire en soi et de ne jamais, jamais laisser quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas capable. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu venais de dire, je venais de perdre le fil. La première des personnes qui a commencé à me dire « Mais qu'est-ce que tu fais, Ika? Reste à la maison, tu as déjà un bon travail. » Je travaillais dans une banque, donc, tu as tes enfants, qu'est-ce que tu cherches encore? C'est ma propre mère qui se disait « Ça ne sert à rien de se casser la tête. » Et je crois qu'aujourd'hui, je suis fière que si ma mère m'appelle, me dit « Ika, j'ai besoin de ceci, cela », c'est l'argent de cette chose qu'elle m'a dit, qu'elle doutait un peu, qui me permet aujourd'hui de lui offrir ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu réponds alors, Ika, aux personnes qui disent que tu as une soif de pouvoir et que tu cours derrière le chef de l'État et la distinguée première dame, justement, pour forcer une place à leur côté? Je crois que tous les deux, ils savent exactement qui je suis. Ils ont appris à me connaître. Et ils savent que ce que je fais, je le fais avec le cœur. Je ne vois pas... Vous savez, si je dois me fier à tout ce que les gens disent, je ne serais même pas assise ici. Voilà. Donc, je crois à Maman Denise, je crois à Papa Félix, pour les humains qui sont. Et je crois qu'ils croient en cette petite Ika que je suis. Et voilà, je me limite à ça. Si je dois courir derrière eux pour un certain pouvoir ou quoi que ce soit, je ne serai plus Ika. Je suis hyper naturel, je crois que tu me connais assez. Ce que je dis ici, je le répéterai encore. Je ne sais pas être fake. Si ça ne va pas, je le dis. Si ça va, je le dis aussi. Et je les apprécie pour, je peux dire, le respect qu'ils me donnent. Vous savez, il y a des milliers d'Ika dans le monde. Il y a des milliers d'Ika en République démocratique du Congo. Mais si, à chaque fois, on me remet ce respect-là, dignement, humblement, pour la petite personne que je suis, il n'y a rien de plus beau. Même pendant cette campagne, je vois beaucoup de commentaires. Tu cherches un poste, tu viens, plein de choses qui viennent. Je crois que je le fais avec le cœur. C'est le cœur avant tout. Et le reste, il n'y a que lui qui juge. Il n'y a que Dieu qui Donc, juge. Voilà.
J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu sur la partie, le moment où le cancer a frappé. C'était également le moment où tout allait bien. Tu venais de lancer IDJ Consulting. Où est-ce que tu as trouvé la force de quand même venir? Moi, je me rappelle qu'on a mangé. Oui. On est allé manger, tu m'as invité au restaurant. Je ne savais pas que tu étais malade, tu avais un cancer. Où est-ce que tu as trouvé la force d'avoir ce poker face, d'avoir un sourire et même de travailler? Oui. Je crois qu'il n'y a que Dieu. Franchement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Dieu et voilà. Il n'y a pas d'autre clé. Parce que tu sais quand on bâtit une carrière, surtout ici en Afrique, et qu'on évolue, on rentre partout, on côtoie les méga stars, et les gens se disent, Théo Asimbikis, elle est dans la franc-maçonnerie, elle fait des vaudous, elle fait tant de choses. Mais quand on tombe malade, on est seul. Il n'y a personne. C'est ce que tu crées comme mindset, la communion d'une personne que tu ne vois pas, en qui tu crois qui est quelque part là. Ta famille peut être là, tes proches peuvent être là, parce que moi j'ai gardé cette maladie. J'ai dit à personne, même mes propres enfants quand on mangeait, ils ne savaient même pas. Mes enfants ont su que je suis tombée malade après, quand j'étais guérie, c'est ma petite soeur qui leur a annoncé. Mais quand on a une croyance, moi je crois énormément en Dieu, et je me dis que je suis sur terre pour une mission. Et cette mission, je dois l'accomplir. Et qu'il fallait que cette maladie passe par moi pour témoigner la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, quand j'en parle, les gens se disent « Waouh, Ika, tu as continué à voyager. Chaque 2 semaines, je rentrais pour une chimio. 3 jours, j'étais comme, je peux dire, un épinard. Je ne bouge pas. 4e jour, je me relevais et je prenais l'avion. Je suivais les actions du président. Je revenais ici prester. Je faisais tant de choses. Et ma société tournait aussi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je ne sais pas puiser cette force en Dieu, il n'y a personne d'autre. Et je crois que Dieu, il m'a écouté. On l'a vu dans le livre, il y a 14 parties le temps d'un destin. Il faut absolument lire ce livre, J'y ai cru, qui m'a moi beaucoup inspiré aussi. Est-ce que tu ne t'es pas dit à un moment donné que c'était comme une sorte de malédiction, de vaudou Est-ce que tu n'as pas eu... Voilà, je vais poser une question directe. Tout à fait. Est-ce que tu n'as pas eu à ce moment-là l'envie tout simplement de mourir? Non. Mourir, non. Mais c'est vrai que c'est une maladie où on frôle la mort. Si moi-même en moi, j'ai eu envie de mourir, non. Parce que sinon, je ne me serais jamais battue. C'est très lourd, la chimie. Très, très lourd. On prend les médicaments de la malaria, l'effet qu'on sent. Mais la chimio, t'es parti. T'es parti, tu sens que tu pars. L'odeur seulement de la chimio, c'est horrible de supporter cela. Et il y a les effets secondaires de la chimio. Gloire à Dieu, je n'ai pas perdu mes cheveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas perdu mes cheveux, comme par hasard. Déjà, j'aime pas beaucoup les cheveux, donc pour moi, ça ne changeait pas grand-chose, donc je n'ai pas perdu mes cheveux. On a les effets secondaires, j'avais des fourmis dans les mains, en dessous des pieds, et on a l'impression qu'on marche sur un chiffon comme ça, constamment. On a tellement d'effets secondaires, mais je me suis accrochée à la vie parce que j'avais un devoir envers mes 3 enfants. C'est beau ça. J'avais un devoir envers ma famille, j'avais un devoir envers les personnes qui croient en moi. J'ai laissé ici à Kinshasa des employés qui vivent, qui nourrissent leur famille grâce à moi. Donc en fait, j'avais un devoir envers tellement de gens, j'avais un devoir envers les gens qui me suivent. Et je me dis, je dois terminer cette histoire et je dois revenir plus forte pour témoigner la grandeur de Dieu. Moi, je ne vais pas tous les jours à l'église. Je ne suis pas tous les jours en train de prêcher sur les réseaux sociaux la parole de Dieu. Dieu est ça, Dieu fait ça. Non. J'ai une communion avec mon Dieu. Et je crois que je devais prouver au monde que Dieu est grand.
Parce que si ça passe par un personnage comme moi, qui est connu dans le monde entier, ça a plus d'impact qu'une personne qui est tout le temps là, Alléluia, Amen, ou Allah ou Akbar. Moi, au moins, les gens vont dire, ah, si Dieu a pu faire quelque chose dans la vie d'Ika, il est capable de le faire aussi dans la mienne. C'est magnifique. je vois des larmes aux yeux et je sens aussi l'atmosphère qu'il y a ici. Tu es très touchée parce que, évidemment, effectivement, à ce moment-là, quand on t'a annoncé que tu avais le cancer, la première pensée qui t'est venue à l'esprit, c'était mes enfants. Oui, mes enfants, ils sont petits. Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, tes enfants? Tout. C'est ma force. Je peux dire, c'est comme ma drogue, on peut dire. Où je me dis, ok, je dois la prendre. Je dois prendre cette canne pour pouvoir me lever. Donc, c'est un peu ça. C'est magnifique. On découvre le côté maman, le côté maternel de Ika de Jong. On ne va pas spoiler tout le livre, mais il faut absolument qu'on parle du moment où tu t'es retrouvée dans le véhicule des Marines américains aux États-Unis en suivant le président de la République pour son premier discours aux Nations Unies. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode, s'il te plaît? Parce qu'il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. En fait, je me retrouve aux Nations Unies. Je me retrouve à New York pour le premier discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les Nations Unies. Déjà, je suis à l'aéroport. J'étais déjà sûre avant de quitter Bruxelles. J'appelle l'équipe de la présidence. On me dit, oui, il y a un badge pour toi. Ok, j'arrive à l'aéroport. Je traverse de l'autre côté. J'ai passé la douane et tout. Et je rappelle celui qui était responsable à l'époque. Il me dit, il n'y a pas de badge. Il me dit, tu arrives, il n'y a pas de badge. Ouais, on a eu un souci de badge et tout, il n'y a pas de badge. Je dis, mon Dieu, j'ai payé mon billet d'avion, je suis en train d'arriver et c'est toute une histoire. Paf, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'appelle un ami, parce que j'ai, grâce à mon carnet d'adresse, qui est le bras droit du président de la Guinée, je l'appelle, je dis, frère, c'est comment? Il dit, moi, je dis, t'es où? Je vois que t'es à New York, ton président est là-bas. Il dit, oui, mais moi, je suis pas là, mais il y a des gens qui sont là-bas de mon équipe. Et je dis, j'ai un problème. Je mens un peu, hein. Je dis, je venais de Bruxelles, l'équipe est déjà partie, j'ai pas de badge, parce qu'ils ont déjà l'effectif et tout. Mais je dois y arriver et tout. Il me dit, t'inquiète, on va te donner un badge de la Guinée. Ah. Ouais. J'arrive à New York et tout, j'arrive à l'hôtel du président le soir. Et je vois tout le monde qui est là un peu en mode genre, en train de bouder, faire les gros. Le gars qui m'avait dit non, il tire un peu la tête aussi. Et j'avance. Moi, je suis bien éduquée. Je remercie mes parents pour cela. Je leur dis bonjour, je les affronte. Mais je vois tout le monde un peu gonflé. J'attends 5 minutes. J'avais ramené des pliants pour la fondation de maman. Et je me dis, mon Dieu, je vois personne ici. Toutes les personnes qui sont là, c'est un peu des boudeurs. Et 5 minutes, je vois dans le couloir comme ça, je vois maman Denise qui venait de faire sa marche, qui arrive. Puis je vois Ika. Je dis, mon Dieu, c'est le Dieu d'Ika existe. Et puis elle me prend dans les bras et puis elle me dit, allez, viens, on va un peu parler. Et puis je me retourne comme ça, je regarde les gens qui boudaient. J'ai dit, ah, Ozala. Et je monte, et puis après je parle avec maman, je descends, je les revois, mais tous avec un sourire. Ah oui. J'ai dit, non, je ne vais pas passer. Mais je demande l'info pour le lendemain. Et puis on me dit, oui, on va quitter à 8 h. Ok. Je rentre dans mon petit hôtel, le lendemain, je me réveille, 7 h, 7h35, j'arrive. Parce que j'ai retenu l'heure, ça m'avait tellement marqué. J'arrive dans l'hôtel du PR et il n'y a plus personne. Aïe. Je vois le vide. Je me dis peut-être qu'ils sont dans des bureaux ou quoi et tout. J'appelle le vieux, je dis vieux, t'es où? Il me dit on est parti. On est déjà parti et tout. Pardon. Et je regarde à gauche, à droite, je me dis qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond, là, je commence à tourner. J'avais juste un statif parce que j'étais allée seule. J'avais juste un ossement avec un statif que je tenais. Et
Je me tourne à gauche, à droite. À un moment donné, mon téléphone ressonne. Et c'est lui qui m'appelle. Qui me dit, oui, tu peux prendre les images, mais à une condition que tu nous les donnes, parce que la personne qui devait filmer le PR quand il sort, répond pas. Ouf. Je dis, oui, je suis venu pour travailler, moi, il n'y a pas de souci. Dieu de Ika existe. Oui. Et puis, à un moment donné, voilà, le PR sort. Je suis là devant. J'étais la seule en train de filmer Naomi. Il n'y avait personne. Je filme, paf. Et comme toute la ville est barricadée, et tous les présidents doivent marcher jusque là où il y a le véhicule, je suis devant le président, je prends les images, je passe, tac, tac, tac. Et à un moment donné, on arrive au niveau des véhicules. Mais moi, j'ai pas de voiture. Aïe. Comment je vais aller là-bas? Mais j'ai mon badge de la Guinée. Et à un moment donné, je vois les voitures, on ouvre la portière du PR, et juste derrière, il y a une voiture avec des Marines. On ouvre la voiture du PR, ils rentrent, on ferme, les militaires rentrent dans leur voiture. Paf, je me faufile dans la voiture. Je rentre, je reste toute droite comme ça, je bouge pas, je tiens mon téléphone et je regarde à gauche, à droite, je vois des Marines, comme à la télé. Comme à la télé. Et puis, je bouge pas, je commence à vider ma mémoire pour avoir plus de place. Et je me dis, si on me demande mon badge ici, je suis morte. Aïe, aïe, aïe. Et puis là, c'est fini, tu fais la prison. Ah oui, clairement. C'est les Nations Unies, c'est la sécurité d'un président et tout. Et j'entends une voix derrière moi, c'est Pacifique Kilo Bravo, le conseiller du chef de l'État, qui me dit en swahili, tu es une femme. Et là, je dis, viens, il ne faut même pas nous parler. Ici, on arrive et puis les premières portes s'ouvrent, les deuxièmes portes s'ouvrent aux Nations Unies. Et je descends et je suis rentrée dans la salle des Nations Unies. Et vraiment tous les médias étaient là-bas loin. Et la personne qui m'avait bloqué là-bas. Et moi, j'étais là, voilà. J'ai ces images jusque maintenant. Ah oui. Je suis rentrée aux Nations Unies sans montrer mon badge. La persévérance paye réellement. Ika De Jong, c'est le moment où je t'invite dans la zone de vérité, la zone où on est face à soi-même. Là, j'ai peur, là j'ai peur. Là, c'est autre chose. Mais non, c'est sympa, on est gentil aujourd'hui. C'est la zone où on est face à soi-même, sans faux fuyant, sans phare, mais vraiment où on s'exprime sur la vérité et rien que la vérité. Je t'invite donc à te diriger vers la zone de vérité. Ika De Jong, bienvenue dans la zone de vérité où on dit la vérité, rien que la vérité. Tu es une femme pleine d'ambition qui ne recule devant rien, ça on le sait. Mais jusqu'où tu n'irais pas au nom de la réussite? Tuer. Je ne tuerai personne juste pour la réussite. Je ne trahirai pas pour la réussite. Pour moi, la loyauté est une priorité et est un mot d'ordre dans ma vie, dans ma carrière, dans ma fonction. Voilà, on ne sait pas m'acheter, au fait. Lorsque tu regardes le parcours de ta vie, quelle est la chose que tu aurais pu faire différemment? Différemment. Chaque partie de ma vie est importante. Je crois que ça m'a forgé, ça a permis d'être la personne que je suis. Donc, sans regret, voilà, je suis passée partout et je trouve que chaque pièce de ce puzzle a eu lieu d'être. Est-ce qu'à ce jour, il y a encore des moments où tu as peur que ta voix te lâche? Non. Non, parce que je peux dire non. Non, parce que bon, j'y travaille. Je continue quand je suis seule, des fois, quand ça m'arrive, à faire moi-même la logopédie.
Mais sinon, avoir peur qu'elle me lâche, non, pas du tout. Des fois, quand je sens que je suis fatiguée et qu'elle devient de plus en plus rock due à la fatigue, je me repose. Ika, tu es face à ce miroir. Qu'est-ce que tu penses de toi lorsque tu te regardes? C'est très compliqué comme question. Bon, qu'est-ce que je pense de moi? Une femme battante, une femme déterminée, une femme qui sait ce qu'elle vaut, une fille de Dieu et une qui n'a aucun obstacle parce qu'elle sait qu'il y a un Dieu puissant au-dessus de tout. Est-ce que tu penses que tu es une bonne mère pour tes enfants? Très bonne même. Franchement, je suis une maman sévère quand il le faut. Je crois que quand ils vont voir ce moment, ils le diront. Je suis une maman sévère quand il le faut, mais une bonne mère, je le suis. Si je travaille aujourd'hui, si je me bats autant dans la vie, c'est pour que mes enfants ne manquent de rien, pour que mes enfants aillent dans des bonnes écoles, pour que mes enfants fréquentent des bonnes personnes et pour que mes enfants aient un avenir meilleur. Ika De Jong, merci pour ta franchise dans la zone de vérité. Je te prie de revenir sur le plateau. Ika De Jong, quelle franchise dans la zone de vérité, Oh là là. quelle sérénité aussi. C'était chaud. Qu'est-ce Franchement. que tu as pensé de la zone de vérité? Dis-nous un peu. Franchement, ça craint. Il faut le dire Oui. que se regarder en face et répondre à des questions, c'est un exercice hyper difficile. Il faut avoir franchement une confiance en soi, C'est vrai. parce qu'on fuit du regard. Parce que là, c'est toi et toi-même, et Exactement. personne d'autre. Exactement. Et j'espère que je l'ai bien fait. Oh non, c'était nickel, impeccable, parfait. Merci. Ika De Jong, on est déjà en train de tendre vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui t'attend, Ika De Jong? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait qui est en train d'arriver? Naomi, franchement, je ne vais pas te mentir. Depuis que j'ai vécu cette maladie, je vis chaque jour comme Dieu me l'offre. Franchement, c'est vrai qu'il faut réfléchir à demain, il faut projeter ce qu'on veut faire et tout. Je viens de terminer la campagne. J'ai eu la sortie de mon livre, j'ai fait la campagne présidentielle, l'investiture. Je viens de terminer ça et puis le reste, C'est Dieu qui sait. c'est Dieu qui sait. Waouh. Ika De Jong, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. d'avoir accepté de venir. Merci. C'était une très belle émission qui va édifier plus d'une personne. J'espère. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, non, non. Tu sais, quand toi tu m'appelles, t'es prioritaire. Mais oui. Donc, je suis toujours là. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette belle aventure. Merci. Et surtout, une des choses qui est importante à dire, c'est un métier pas évident. Mais quand tu as des bonnes personnes à tes côtés, j'ai vu ton équipe et tout, et quand il y a cette tchatch, cette rage de donner toujours le meilleur de soi-même, je crois que là, vous êtes arrivés. Et le public va ne vivre que la réalité, que ce qu'il y a dans vos cœurs et ce que vous voulez transmettre. Bravo. Merci beaucoup. Venant de toi, ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci Ika De Jong. Merci. C'était Au-delà de la surface avec Ika De Jong et Naomi Dongbele. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Yeah.